Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 15 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On a énormément de news pour aujourd'hui, j'ai pas fait de DeFi Actu depuis quelques jours, donc on rattrape quelques trucs. On commence avec du lourd, puisqu'on a, je pense que c'est le premier projet crypto qui fait son coming out, donc c'est important de le souligner. Voilà, on a aussi des projets crypto parfois qui naissent dans une catégorie, mais qui sont toujours sentis d'une autre catégorie, vous voyez, et on a Litecoin, du coup, qui s'identifie maintenant en tant que meme coin, et je suis très heureux pour Litecoin, j'espère pour le Litecoin qu'il sera à présent épanoui, qu'il se sentira mieux, maintenant qu'il s'est identifié, enfin, en tant que meme coin, et blague à part, hein, quand même, je fais une petite dédicace, j'en profite, pour ceux qui ont aussi le courage de faire leur coming out, c'est pas une épreuve facile à passer dans la vie, et il y a le mois des fiertés, machin truc, c'est bien hein, de célébrer les choses, pareil pour Octobre Rose ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas de date ou quoi que ce soit pour défendre, pour parler d'une cause, c'est important aussi d'en parler dans d'autres moments. Bref, voilà, hein, on commence par un message positif, ça fait plaisir, et un autre message encore plus positif je pense, on a Gary Gensler qui a partagé un communiqué dans lequel il laisse penser quand même qu'il pourrait démissionner tôt ou tard, c'est plutôt une bonne chose, de toute façon, voilà, Trump l'a assuré, il le foutrait à la porte, donc autant qu'il parte de lui-même, je pense que c'est probablement plus arrangeant, je sais pas comment ça marche quand on est à la tête de la SEC aux États-Unis, mais en plus de ça, on a 18 États américains qui déposent une plainte contre la SEC, donc voilà, il va y avoir du ménage du côté de la SEC, il y a des chances qu'il y ait certains dossiers qui s'accélèrent un petit peu, c'était quand même pas mal attendu qu'il y ait quelqu'un de plus pro-crypto qui soit mis à la tête de la SEC, alors on n'en est pas encore là, on sait pas qui va prendre la relève, ça se trouve ce sera quelqu'un d'anti-crypto, je pense pas, mais hein, on sait jamais, hein, peut-être qu'on aura une petite entourloupe de ce côté-là, ça m'étonnerait, mais tant qu'il n'y a pas de nouvelles personnes, tant qu'on sait pas qui ça va être à la tête de la SEC après Gary Gensler, vaut mieux la jouer safe à mon avis. Un truc qui est en rapport avec la DeFi, en général je garde ce genre de news pour plus tard dans la vidéo, mais là je trouve que c'est plutôt important, donc j'avais envie de le passer en début. On a Layer 0 qui introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle LZ Read. Ils aiment bien mettre du LZ partout, hein, ça c'est leur petite marque de fabrique, y a pas de mal. Et à quoi ça sert cette fonctionnalité? Eh bien, un exemple concret, imaginez que vous ayez un NFT sur Ethereum, sur Arbitrum quoi, eh bien, en étant sur une autre blockchain, Optimism, Base, ce que vous voulez, eh bien vous n'avez pas besoin d'avoir le NFT sur cette autre blockchain, ça pourrait être vérifié directement grâce à cette fonctionnalité LZ Read. C'est un petit détail, hein, mais c'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas possible jusqu'ici, donc je trouve que c'est une très bonne chose du côté de Layer 0, ça a déjà été implémenté du côté de la Ape Chain si je dis pas de bêtises, ceux qui détiennent des Bored Ape sur Ethereum, ils n'ont pas besoin de les bridger ou quoi que ce soit pour montrer qu'ils le détiennent bien sur la blockchain Ape Chain. Donc c'est une bonne fonctionnalité, évidemment elle vient d'être lancée donc il n'y a pas encore des cas hyper sexy de cette utilisation, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait avoir un intérêt dans le temps. Et mine de rien, Layer 0, c'est vraiment le protocole de l'interopérabilité. On parlait beaucoup d'Atom, un peu de Polkadot aussi au précédent cycle, il y avait Axelar. Voilà, hein, désolé de vous le dire, hein, mais Layer 0, autant je suis pas hyper fan du token, autant le protocole en lui-même, il est carré, ça fonctionne bien. Donc, voilà, une bonne news du côté de Layer 0. On a le Bhoutan, petit pays asiatique qui mine pas mal de Bitcoin, qui a transféré 33,51 millions de dollars en BTC vers Binance. Il n'y a pas de mal, hein, c'est pas un pays si riche que ça, le Bitcoin, on avait passé la news il y a pas très longtemps, c'était un tiers de leur PIB, vu la hausse du BTC, je pense que là c'est peut-être la moitié du PIB, donc ils prennent quelques profits, il n'y a pas de mal. J'avais vu un autre post qui disait qu'ils avaient genre 1 milliard de dollars en Bitcoin, donc ça va, hein, vous en faites pas, 33 millions, ils ont été plutôt raisonnables, hein, ils ont pas vendu une énorme quantité de Bitcoin, on le voit sur le screen, hein, c'est à peu près même pas 400 BTC, donc honnêtement ça va, du côté du Bhoutan, ils prennent des profits, ils ont raison, et d'ailleurs on reviendra sur ça un petit peu plus loin dans la vidéo, mais est-ce que vous avez pris des profits? Parce que je vous le rappelle, on a un Bitcoin qui a touché les 90 000 dollars, hein, il y en a pas mal qui disaient au précédent cycle, ouais non mais les 100 000 dollars c'est évident, je vais commencer à prendre des profits à 80, 85, 90 000 dollars, je suis sûr qu'il y en a
plein d'entre vous qui n'ont pas pris de profit, hein, ah, et pourtant, en 2021, hein, ça disait que ça allait prendre des profits. Ouais, petit malin, on a le droit de changer d'avis, bien évidemment, mais hein, je vous vois quand même. On a Bitwise qui lance un ETP sur du Aptos Staké. Alors c'est pas un ETF, c'est un ETP. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être en Suisse, puisque l'exchange, il a l'air suisse, donc je sais pas exactement où est lancé ce produit. Et de toute façon, je suis pas un expert de la finance tradi, donc je passe juste la news comme ça. C'est une bonne nouvelle, mais il y a pas longtemps, il me semble avoir vu un ETP sur Bonk. Donc ce type de produit, c'est pas non plus hyper dingue de chez dingue, ça a l'air d'être relativement facile de les faire, et il me semble aussi que c'est plus pour des investisseurs institutionnels. Donc voilà, on n'est pas sur des ETF, on n'est pas sur quelque chose de mainstream, mais c'est quand même cool, une petite news à noter du côté d'Aptos. Ensuite, on a Tether qui lance Hadron, une plateforme permettant la tokenisation de n'importe quel objet. Voilà, si vous voulez tokeniser, j'en sais rien moi, votre maison, une crème glacée là comme sur l'image, votre chien, votre chat, peu importe. Et ben voilà, vous allez pouvoir le faire. Alors j'en ai aucune idée de comment ça marche, de si c'est intéressant ou quoi, ça vient d'être lancé, j'ai juste vu la news, mais je trouvais ça assez rigolo. On a Tether aussi en ce moment, qui continue de se lancer sur plein d'autres projets. Je pense que voilà, ils dominent déjà le game des stablecoins, qu'on le veuille ou non, hein, c'est le stablecoin le plus valorisé de très loin, c'est une machine à cash incroyable, Tether, ils génèrent un fric pas possible, tu m'étonnes qu'ils ont pas envie de partager les rendements de leur stablecoin. On parlera un petit peu de pourquoi je fais un point sur ça, vous allez voir, ça va être marrant. Du coup, ils essayent de se diversifier un petit peu en ce moment, et ils ont les ressources pour ça, donc tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. On a Société Générale Forge qui annonce son intention de déployer son stablecoin EuroCV, donc conforme à MiCA, c'est sûrement le stablecoin européen, voire même au monde, le plus conforme en termes de législation européenne, mais ils vont le lancer sur la blockchain XRP, magnifique. Alors, j'aurais pas été choqué de voir Tezos. Ok, Tezos, c'est un peu, hein, c'est vieux, c'est mort comme blockchain, mais au moins c'est français. Pour ce conforme à MiCA, ça devrait aller. XRP, c'est un projet américain. Ok, un peu curieux le choix sur la blockchain XRP. Il y avait plein de blockchains européennes. Je sais pas pourquoi ils ont choisi XRP, bon ok. XRP, ils avaient annoncé leur intention il y a pas très longtemps de se lancer un peu sur le game des stablecoins et de lancer aussi leur propre stablecoin, il me semble. Donc pourquoi pas, à mon avis ce sera pas un produit pour nous de toute façon, ce sera sûrement pour des institutionnels. Donc voilà, les gens qui disent pourquoi XRP machin truc en commentaire, c'est pas pour nous. Donc on verra bien ce que ça donnera. Peut-être qu'ensuite ils se déploieront sur d'autres blockchains qu'on utilise, hein. Arbitrum, Base, Ethereum, Solana, j'en sais rien. Hein, faut laisser le temps au temps de temps en temps. Ah, ça fait beaucoup de fois le mot temps. Bref, on l'a tant entendu ce temps. Le FBI aurait confisqué le téléphone et l'ordinateur du PDG de Polymarket. Il me semble qu'il y a pas longtemps, il y a une autre news qui était tombée comme quoi il s'était fait arrêter, perquisition de son domicile et compagnie. Ah bah tiens, je suis bête, c'est écrit juste en dessous. A priori, il avait bien pari sur la victoire de Trump autour des élections. Moi, je trouve pas ça mal, dans le sens où le gars, c'est sa plateforme, c'est cool qu'il l'utilise. Après, est-ce qu'il y a des soupçons autour de comment il savait, est-ce qu'il a influencé les élections, blablabla, j'en sais rien, de toute façon, la politique, c'est magouille et compagnie, donc ils arrêtent le gars de Polymarket, ils arrêtent le gars d'une autre plateforme lambda. C'est les États-Unis, hein, on les reconnaît bien là-dedans, donc bon courage au PDG de Polymarket, j'espère que ça ira bien pour lui. On enchaîne malheureusement avec les mauvaises nouvelles du jour. Pas de gros hacks sur la DeFi, vous allez voir. On va faire quelques rappels de sécurité néanmoins, parce qu'on commence avec le compte Twitter de Dog-with-Hat, donc Dog-with-Coin, qui a promu une arnaque. Bon, ça arrive assez régulièrement, sauf que là, on est un peu dans la bulle des meme coins, donc un des comptes de meme coin numéro 1 qui promet un scam. Ah, c'est pas terrible. À mon avis, il y a des gens qui sont tombés dedans, un peu plus que sur les derniers hacks de ce style qu'on a eu, parce qu'on a eu beaucoup d'artistes, de gens assez mainstream qui ont été hackés et qui ont promu des scams, mais ça a pas si bien marché que ça, parce que les gens commençaient à être habitués à voir ce genre d'arnaque. Pour se protéger, d'ailleurs, de ce genre d'arnaque, c'est simple. Il y a deux outils qui sont incroyables dont je parle tout le temps. Le Wallet Rabi qui simule vos transactions, Pocket Universe qui va simuler vos transactions, bloquer des comptes Twitter, bloquer des faux liens, bloquer des faux sites.
Honnêtement, juste avec ces deux outils, vous évitez 90, 95, peut-être même 99, il n'y a pas de stats officielles, c'est Bibi qui vous balance les stats, mais voilà, entre 90 et 99% des arnaques. Je dis ça, je dis rien. Si vous utilisez encore MetaMask, vous aimez vivre dangereusement. À la limite, vous pouvez garder MetaMask, mais rajouter une couche de sécurité par-dessus, s'il vous plaît. On a eu un hack quand même ces derniers jours, c'était autour d'un smart contract sur Ethereum qui s'appelle VETH, donc il n'y a pas de nom de protocole ou quoi que ce soit, ça me fait penser un petit peu à un protocole de prêt d'emprunt, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y a eu une perte de 440 000 $ sur ce smart contract. Il me semble que c'est quelque chose comme 140 Ethers qui ont été drainés d'une pool de liquidité. Donc voilà, c'est le petit hack du jour. On a aussi eu une mise à jour, une update autour d'un hack, celui de M2 Exchange. J'en avais parlé 2 fois. La première fois pour dire que, a priori, tout s'était bien passé, que l'exchange avait récupéré les fonds en quelques heures. Et ensuite, j'en ai reparlé pour dire que, a priori, l'exchange, ils avaient un petit peu pipoté, que l'histoire était un peu curieuse, et ça semble se confirmer. L'exchange a clairement menti, puisque là, le hacker, il a transféré 12,6 millions $, donc ça devait être quasiment tous les fonds qui ont été dérobés, ou une grosse partie en tout cas, et il les a déposés pour l'instant sur Tornado Cash. Et on sait ce que ça veut dire, quand il y a des fonds qui ont été dérobés, qui sont posés sur Tornado Cash. Alors, ça veut pas dire que ça va être blanchi facilement, j'en parle souvent, donc à force je suis au courant, mais quand on est lambda, quand on voit des sous qui passent sur Tornado Cash, c'est tout de suite « Ah ça y est, le hacker il a volé l'argent, il va se mettre bien, blablabla ». J'ai jamais hacké de protocole, j'ai jamais essayé de blanchir de l'argent, mais j'ai vu tellement de news, je peux vous dire que c'est hyper difficile de blanchir de l'argent. On est quand même sur des blockchains qui sont publiques, surtout que plus les sommes sont élevées et plus il faut des moyens assez colossaux pour blanchir cet argent. Ça coûte limite de l'argent en fait de blanchir d'énormes sommes comme ça, donc non, c'est pas facile, mais la plupart du temps, les gens qui sont lésés, ils récupèrent pas l'argent, donc le hacker, il arrive pas à récupérer tant de sous que ça, et les gens qui avaient des sous sur les protocoles, ils sont niqués. Donc franchement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de hackers qui rendent les fonds. Honnêtement, ce serait tellement plus simple pour tout le monde et ils y gagneraient pas mal. Alors peut-être que sur 12 millions, c'est pas intéressant de garder que 10%, peut-être que 1 million, ça suffit pas pour certaines personnes, j'en sais rien. Mais voilà, sur des hacks à 100, à 500 millions, garder 10%, même 5%, je comprends pas pourquoi il y en a qui essayent pas de le faire. Bref, ça c'était une petite page à part, une petite parenthèse que j'avais envie de faire. Et un dernier petit rappel de sécurité, de prévention. Si jamais vous voulez envoyer des fonds sur une autre adresse, sur un exchange ou quoi que ce soit, faites attention à l'adresse que vous recopiez, n'utilisez jamais votre historique sur votre portefeuille, puisqu'il y a ce qu'on appelle du poisoning address, quelque chose comme ça, de l'empoisonnement d'adresse. Donc en gros, vous allez recevoir une petite transaction, soit d'un scam, soit d'une miette de token, d'une adresse qui ressemble à 2 gouttes d'eau à une adresse avec laquelle vous avez déjà interagi, mais ce n'est pas la même. En général, il s'arrange juste pour avoir les premiers caractères et les derniers caractères qui ressemblent, et au milieu, vous voyez que c'est pas la même adresse. Donc faites attention. Encore une fois, je reparle de Rabby, mais dessus, on a une fonction de whitelist. Ça veut dire que là, tout de suite, vous installez Rabby, vous prenez toutes vos adresses d'exchange, vous les whitelistez, et si vous vous envoyez à une autre adresse, en fait, ça va vous demander une vérification. Donc vous comprendrez que c'est pas une adresse que vous avez whitelistée. Bref. C'est des fonctionnalités toutes bêtes qui n'existent pas sur MetaMask, c'est un peu grave je trouve, mais bon, faites comme vous voulez. Allez, on enchaîne après les mauvaises nouvelles du jour, comme d'habitude, avec les levées de fonds. Il y en a eu pas mal ces derniers jours, j'en ai pas relevé tant que ça, là j'en ai quand même 6 à passer, mais je sais pas exactement combien il y en a eu sur les 3-4 derniers jours, mais peut-être une vingtaine. On sent, ça fait quelques mois que je le dis, quelques semaines plutôt, mais on sent quand même que les investisseurs là, ils reviennent un petit peu. Depuis septembre, ils sont chauds, ils mettent des sous. On a Miniton, une blockchain a priori sur le gaming compétitif. Pourquoi pas, on sait pas combien ils ont levé de sous-sous. On a Utopia Labs, une plateforme de paiement on-chain qui a été acquérie par Coinbase. Ok, pourquoi pas. Coinbase pourtant, ils ont déjà leur solution de paiement, donc assez étonnant qu'ils acquérissent une plateforme dont c'est le travail. On a Innoventure, une compagnie qui fait de la cryptographie invisible, qui a levé quasiment 9 millions de $. Alors c'est super simple à faire de la cryptographie invisible, regardez là je vais en faire entre mes mains.
hop, vous voyez, c'est incroyable, c'est invisible, vous voyez pas. Je plaisante bien évidemment, hein, c'est pas de la prestidigitation, de la cryptographie invisible, c'est juste le fait d'utiliser des outils cryptographiques sans s'en rendre compte. Mais dit comme ça, c'est moins marrant, et ma blague, elle fonctionne plus, donc on enchaîne avec la prochaine levée de fonds qui est intéressante. Voilà, là on rentre dans les levées de fonds intéressantes. On a le protocole Folks sur Algorand. J'en avais parlé il y a un petit moment de ce protocole, hein, quand j'étais sur ma période Algorand. Il y avait des trucs à farmer très sympathiques pendant un moment sur Algorand. Là, ils viennent de lever 3,2 millions de dollars. Un détail intéressant sur cette levée de fonds, c'est qu'ils ont levé avec une évaluation à 75 millions de dollars. C'est un petit détail, mais c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a un produit derrière qui devrait être valorisé à 75 millions de dollars. Folks, c'est le plus gros protocole de DeFi sur Algorand. Hein, y a des chances que ce soit du coup la prévalorisation du protocole, du token du protocole Folks. Donc à mon avis, l'airdrop ne devrait pas trop tarder. J'avoue que je l'ai farmé pendant un moment, pendant 2-3 mois, et ensuite j'ai plus du tout utilisé la blockchain Algorand, donc je pense pas avoir grand chose de mon côté, mais hein, je sais qu'il y a quelqu'un là, il y a un petit abonné qui utilise beaucoup Algorand, ou en tout cas qui a beaucoup utilisé Algorand, donc hein, je croise les doigts pour lui, j'espère qu'il aura un bel airdrop. En tout cas, 75 millions de prévaluation, c'est pas dégueu. Si le projet se lance avec une FDV de 75 millions de dollars, ça devrait être pas mal, parce qu'à mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence du côté d'Algorand. On a Korn, le layer 2 d'Ethereum, qui va utiliser le Bitcoin comme gas fees, qui a plutôt reçu des sous-sous de la part d'OKX Ventures. C'est bien pour eux, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, leur layer 2 n'existe pas encore, mais ça coûte des sous à faire tourner un layer 2, donc il faut qu'ils aient de l'argent pour ça, et voilà, je suppose qu'ils ont trouvé de quoi faire tourner leur layer 2. Je suppose que le produit ne va pas tarder à arriver. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ce projet Korn, c'est exactement la même chose que Blast. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un smart contract sur Ethereum sur lequel on peut déposer des cryptos. Par contre, on a toute une panoplie de cryptos qu'on peut déposer pour générer des points. Et ces points, ils donneront accès à des tokens, mais je suppose qu'ils vont faire exactement comme Blast. Et ils vont prendre les liquidités un petit peu en otage. Et ils vont forcer les gens à farmer sur leur blockchain pour avoir plus de points, pour avoir l'airdrop. On verra, peut-être que je suis médisant, qu'il y aura tout de suite l'airdrop quand leur blockchain sera lancée, mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent exactement comme Blast. Et dernière levée de fonds pour aujourd'hui, grosse levée de fonds d'ailleurs, on a OG Labs, donc une blockchain modulaire intelligence artificielle, c'est la description que j'ai sur Crypto Fundraising, je connais pas le projet donc je fais avec ce que j'ai sous les yeux, qui lève 290 millions de dollars, ou qui reçoit plutôt 290 millions de dollars on va dire, puisqu'à priori, il y a eu 40 millions de levées et 250 millions de dollars de promesses d'achat du token. Donc en réalité, il n'y a pas 290 millions de dollars qui ont été levés, il n'y a que 40 millions de dollars et une promesse d'achat de 250 millions. C'est un peu moins sexy dit comme ça, mais ça reste quand même une grosse levée de fonds. Donc écoutez, tant mieux pour eux, on verra ce que ça donnera, peut-être qu'on en entendra parler s'il y a des trucs à farmer de ce côté-là. On verra bien. Allez, comme d'habitude, après les levées de fonds, on passe à la Minute DeFi, quelques actualités sur lesquelles on n'a pas besoin de s'attarder, qu'on va passer assez vite. Et on commence avec le PYUSD, le stablecoin de PayPal qui intègre les standards de Layer 0 et qu'on peut maintenant transférer entre Ethereum et Solana. Je ne doute pas qu'ensuite ce sera sûrement dispo sur Base, peut-être sur Arbitrum, sur d'autres blockchains. On verra bien. Toujours dans les stablecoins, on a l'USDT qui est enfin présent sur Aptos. Ça fait un moment que ça a été teasé, que l'USDT allait arriver. Et ça y est, l'USDT est là, il commence à s'implanter, on a des protocoles qui permettent d'échanger des USDT bridgés contre des USDT natifs en 1 pour 1, enfin il me semble en tout cas. On a un truc marrant qui s'est passé sur Unichain, il y a des gens qui ont réussi à bridger sur leur blockchain, sauf que pour l'instant le produit est pas du tout finalisé, c'est un peu risqué de bridger des fonds là-bas, donc ce qu'ils ont fait Unichain, c'est qu'ils ont coupé le RPC, donc en gros si le RPC est coupé, c'est ce qui permet d'envoyer les transactions sur la blockchain, donc il n'y a plus moyen de passer une transaction, on se retrouve plus ou moins avec ces fonds bloqués. Alors ils ont fait un petit guide pour expliquer comment on pouvait rapatrier ces fonds sur Ethereum. En tout cas, si jamais vous avez bridgé sur Unichain, je vous conseille de suivre le guide et de rapatrier vos liquidités, hein, on sait jamais. En plus, je vois pas l'intérêt de bridger le plus tôt possible, puisque on le comprend depuis un petit moment, mais les campagnes d'airdrop, etc., ils essayent de faire durer un peu le truc.
donc ne soyez pas trop pressés, vous avez le temps je pense pour farmer la plupart des layer 2, des blockchains que vous avez envie de farmer. On a Caldera qui lance un compte de fondation, c'est GAZ qui partage ça, et on sait ce que ça veut dire quand on a un projet qui lance un compte de fondation, ça veut dire qu'on a un token qui ne devrait pas tarder, et potentiellement un airdrop bien évidemment. Après Caldera c'est quelque chose que je n'ai pas du tout farmé, donc je pense pas y être éligible, mais si ça vous parle, eh bien ce sera à surveiller dans les prochains jours. On a un meme coin qui a l'air de se lancer du côté de Farcaster. Alors pour l'instant c'est pas encore lancé, ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y avait du côté de Telegram avec le Dogs, sauf que là ça se passe sur le réseau social Farcaster. Vous avez des points à la con à les récupérer pour pouvoir avoir l'airdrop de F-Dog, Farcaster Dog, ça porte bien son nom. Il y a des quêtes à la con pour accumuler plus de points. Je pense pas que ce soit pour moi cet airdrop, parce que j'ai pas particulièrement touché à Farcaster, mais pour ceux qui auraient été actifs sur ce réseau, eh bien n'hésitez pas, parce qu'en fonction de votre ancienneté, de votre popularité sur Wrapcast, eh bien vous pourrez déjà avoir une base de points, une base de tokens, donc on sait jamais, il y a peut-être un petit truc à gratter de ce côté-là. Et allez, pour terminer cette minute DeFi, on a McDonald's qui s'associe à Doodles pour lancer des gobelets McCafé. Doodles, c'est une collection de NFT, alors je pense qu'il y a juste l'aspect graphique, c'est un petit peu comme les peluches avec les Pudgy Penguins qui ont été lancés à Walmart et compagnie. A priori, il y aura une dimension NFT là avec ce partenariat entre McDo et les Doodles, mais pour la majorité des gens, pour le public mainstream, ils le verront pas, ils s'en foutront d'aller récupérer un NFT on-chain ou je ne sais quoi. Eux, ils auront leur joli gobelet McCafé et ils seront contents. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on ait ça en France ou peut-être même dans d'autres pays que les États-Unis. Mais voilà, pour ceux qui seraient aux États-Unis, je pense qu'il y en a quand même un ou deux qui regardent les vidéos et qui sont là-bas quand je regarde les stats. Donc vous pourrez profiter de votre petit McCafé avec des jolis gobelets à l'effigie de vos NFT préférés, c'est incroyable. On enchaîne avec deux airdrops qui sont passés du côté de la blockchain Sui. Le premier airdrop, ça va être du côté de Deepbook. Alors oui, j'en ai parlé il y a un petit moment de l'airdrop de Deepbook, c'est tombé déjà il y a quelques semaines, mais a priori il y a eu un deuxième airdrop pour ceux qui auraient participé aux campagnes sur le testnet récent de Deepbook. Donc si jamais ça vous parle, si vous avez fait des carabistouilles récemment en testnet sur la blockchain Sui et sur Deepbook, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible. Moi je ne farme pas les testnets, donc sans surprise je suis pas éligible à ce deuxième airdrop de la part de Deepbook. Mais on sait jamais, il y en a peut-être parmi vous qui ont farmé de ce côté-là, donc n'hésitez pas à aller vérifier, dans le doute, ça coûte que quelques secondes de vérifier si vous êtes éligible. Et toujours sur Sui, mais bon j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo dédiée hier, donc vous êtes peut-être déjà au courant, on a Sui Name Service qui a fait son airdrop, donc vous pouvez réclamer les tokens. C'est pas décevant du tout cet airdrop, pour ma part j'avais minté un nom de domaine, donc je me rappelle plus combien ça coûtait, c'était 5 ou 10 tokens Sui à l'époque, et là ça vaut autour de 150-200 $, je sais pas exactement où il en est le token, mais il est entre 50 et 60 centimes pièce, j'en ai eu 326, donc honnêtement, pour avoir juste minté un nom de domaine, je suis pas déçu du tout de cet airdrop de Sui Name Service. Toujours sur Sui, l'airdrop va arriver mais c'est pas tout de suite. On a Typus Finance qui annonce un petit peu comment va se passer son TGE, donc la génération de son token. Et ils vont faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez unique. En tout cas, j'ai jamais vu ça sur un projet DeFi. Ils vont faire une Dutch Auction, donc en français on dit enchère à la hollandaise a priori. Ça veut dire qu'il y aura une enchère dégressive sur le prix du token Typus. Il me semble qu'il y a que les gens qui sont whitelistés qui vont pouvoir participer à cette enchère à la hollandaise, et les gens qui sont whitelistés c'est quelques chanceux sur les réseaux sociaux, plus ceux qui ont les NFT de Typus Finance. Alors je sais pas si ce sera hyper intéressant de participer à cette enchère, le principe des enchères à la hollandaise c'est que ce soit justement un prix trop élevé et que ce soit dégressif et que les gens choisissent à partir de quand ils trouvent que c'est un bon prix pour rentrer sur le token. Voilà, c'est le principe, c'est comme ça que ça marche. De ce que j'ai vu dans la vidéo en dessous, 80% de ce qui est misé sur ces enchères, ça va aller sur l'AMM, donc ça va aller dans les liquidités du token Typus.
Donc ça veut dire que ceux qui auront l'airdrop, ils pourront dumper au début, il n'y a pas trop de soucis. Et d'ailleurs, la deuxième phase autour de ce token, c'est l'airdrop justement. Il me semble qu'il est prévu pour le 19 novembre. J'ai un doute sur la temporalité, c'est autour du 19, c'est peut-être un petit peu après, mais je suis sûr que c'est pas avant par contre. Et a priori aussi, ils vont airdropper des call options sur leur protocole. Ça c'est bien pour ceux qui vont utiliser Typeus après l'airdrop. Moi je pense que je continuerai d'utiliser Typeus, mais ce sera surtout pour faire du yield, donc ça m'intéresse pas plus que ça, ces airdrops de call options, mais c'est plutôt cool. Ils essayent de récompenser aussi leurs utilisateurs sur le long terme. Je trouve que c'est une très bonne façon de faire, c'est assez original en plus, un peu risqué, parce que les enchères à la hollandaise comme ça se fait pas souvent, mais au moins c'est raccord avec le type de protocole que c'est, vu que c'est un protocole de trading d'options. À côté de ça, on a un projet qui fait un lancement beaucoup moins fair, beaucoup moins juste en bon français, en tout cas c'est mon humble avis, et j'avoue que j'étais un petit peu piquant, un petit peu vilain avec mon post. D'ailleurs, il y a le fondateur de Usual Money qui m'est tombé dessus et avec lequel on a échangé un petit peu, et c'était sympa, honnêtement, la discussion était plutôt intelligente. Mais voilà, je garde quand même mon opinion dans le fond, et j'aurai toujours une opinion divergente de quelqu'un qui build un protocole, pour la simple et bonne raison que on peut pas avoir les mêmes intérêts en tant que fondateur d'un protocole et en tant que farmer d'un protocole. Là, en fait, le problème avec Usual Money, c'est que le token va être listé sur Binance et il va passer directement par le launch pool, et il y a 7,5% des tokens qui sont directement pour le launch pool, et seulement 4,25% qui vont tomber day one pour l'airdrop. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont du BNB qui vont les poser pendant 4 jours et qui vont récupérer plus de tokens que des gens qui ont farmé pendant plusieurs mois. Voilà, du côté du farmer, ça fait chier, évidemment, ce listing Binance avec le launch pool. Pas spécialement le listing en soi, mais le launch pool, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Moi, ça me rappelle évidemment Scroll, mais je comprends que du côté du protocole, forcément, être listé directement sur Binance, voilà, ça peut leur faire plaisir, c'est bénéfique pour eux, mais je trouve que c'est surtout bénéfique à court terme. Si leur produit est si bon que ça, vous voyez, ils finiront par être listés tôt ou tard sur Binance. Le token d'AAV est listé, je pense qu'on peut citer Compound, Curve, Uniswap, ils sont tous listés sur Binance, donc au bout d'un moment, si on construit quelque chose d'assez gros, d'assez inévitable, hein, on peut finir par être listé sur Binance. C'est évidemment très difficile, hein, je dis ça comme si c'était facile, mais pas du tout. Donc je comprends qu'ils aient accepté, évidemment, hein, ils l'ont pas fait gratuitement, vous vous doutez bien que Binance, si ils listent, c'est qu'ils ont mis une petite bille pour le projet, donc je comprends hein, que ça ne se refuse pas, à leur place j'aurais fait pareil, mais du côté farmer, je trouve que c'est pas bon pour la communauté, parce que en un clic, les gens qui participent au launch pool sur Binance, ils ont leur token qui tombe là sur launch pool, ils ont quelques dollars, quelques dizaines de dollars pour ceux qui ont le plus de BNB, quelques centaines de dollars allez pour ceux qui ont vraiment beaucoup de BNB, et en un clic, boum, ils convertissent tout en BNB. On a un bouton qui permet de faire ça depuis le portefeuille sur Binance. Les arguments du fondateur du Joule, c'est que ça va leur apporter plus d'utilisateurs, que ça va décentraliser un petit peu la répartition des tokens. Moi je suis pas d'accord. Peut-être à court terme, mais bon, c'est moyen. Après dans les tokenomics, je dois quand même soulever qu'il y a pas mal de tokens qui sont alloués pour la communauté. On va voir comment ça va être distribué. Mais ce lancement de token, je suis désolé, je trouve que c'est un mauvais lancement de token et que c'est pas juste du tout pour la communauté. Voilà, se voir attribuer moins de tokens que des pleu-pleu sur Binance, ça fait pas plaisir. Après, j'ai pas particulièrement farmé Usual Money, donc en vrai, j'ouvre ma gueule, je parle. Mais ça va, je serais pas particulièrement déçu. Ah, je disais ça en début de vidéo, donc je reviens vite fait dessus, hein, c'est bien de faire le rappel. Il paraît que si on répète quelque chose 7 fois, on finit par s'en souvenir. Bon, je vais pas le répéter 7 fois, 2 fois ça suffira dans la vidéo, mais quand j'ai fait mon post, a priori en plus on était sur le top en termes de prix sur Bitcoin, on n'était pas très loin. Donc je disais, on est à plus de 93 000 $ sur Bitcoin en Big 2021, tout le monde disait qu'il prendrait des profits avant les 100 000 $. Vous comptez en prendre ou vous restez assis et vous attendez de voir où cela nous mène? Les 100 000 $ sont tellement proches. Ils étaient proches, hein, mais on les a pas atteints encore, ce qui était plutôt prévisible honnêtement. C'est un chiffre symbolique, psychologique tellement fort, 100 000 $,
qu'on va sûrement les tester plusieurs fois. Ça m'étonnerait qu'on passe d'un coup les 100 000 $ comme si de rien n'était. Bon, après, on a, je crois que les 10 000 $, ça s'est passé plutôt rapidement. Les 1000 $, j'en sais rien. Faudrait revoir le cours du BTC, mais bon, on verra ce que ça va donner les 100 000 $. En tout cas, est-ce que vous avez pris des profits autour de BTC? Pour ma part, je commence à avoir des signes de Bitcoin maxitude, donc j'ai plus spécialement envie de vendre du Bitcoin. Mais c'est vrai que c'est tentant quand même de prendre des profits. J'avoue que je regarde il y a encore quelques semaines, sur mon tableur, je note un peu tout ce que je fais sur la DeFi, et je note le prix des actifs au moment où je l'ai déposé. Et par exemple, j'ai déposé du BTC sur un protocole. À l'époque, ce que j'avais déposé, ça valait 2400 $. Là, quand je regarde la valeur, c'est 3000 et des poussières, 3500 même quasiment. Alors que j'ai déposé sur le protocole il y a seulement quelques semaines. Et là, on parle pas d'un même coin ou quoi que ce soit, on parle quand même de BTC, qui a fait une énorme performance sur les dernières semaines. Donc c'est vrai que ce serait peut-être de rigueur de prendre des profits, j'y réfléchirai, on verra bien. Et pour terminer cette vidéo, pas de mème du jour. Pourtant, il y en avait quand même certains qui étaient pas mal, hein, mais bon, j'ai commencé avec un mème, avec Litecoin, donc on va terminer avec autre chose. Un remerciement, parce que ça fait un petit moment que je partage mes aventures sur la DeFi. Alors c'est surtout sur la chaîne principale, mais il y a des chances qu'il y ait un format qui arrive sur la chaîne secondaire, là, la chaîne que vous êtes en train de regarder. On en reparlera en 2025. En tout cas, ça fait plus de 1000 jours que j'ai un portefeuille public, que je partage les aventures. Voilà, 1000 jours, c'est quand même un sacré palier, mine de rien. C'est à peu près 3 ans, 2 ans et des poussières, mais on n'est pas loin des 3 ans. Donc voilà, j'avais commencé l'aventure avec 5000 USDC sur le portefeuille. Là, je suis pas peu fier d'en avoir un peu plus du double. Enfin, en tout cas, en termes de valeur, hein, j'ai pas que des USDC sur le portefeuille, mais j'ai plus de 5000 USDC et du Bitcoin et de l'Ether et 2-3 petits alts à la con. Donc je suis quand même content de mon aventure. Par contre, je le dis dans mon post, si au tout début, donc le 2 janvier 2022, si j'avais fait all-in sur BTC, là j'aurais un peu moins bien performé qu'en faisant toutes mes carabistouilles sur la DeFi. Par contre, si j'avais fait un DCA sur cette année 2022, même sur l'espace de quelques mois, j'aurais sûrement eu un meilleur retour. Avec Deci, on refait le monde évidemment, et le but c'était pas de faire un portefeuille de Bitcoin maximaliste, mais est-ce que ça valait le coup de faire autant d'interactions sur la DeFi, de faire autant de carabistouilles comme j'aime le dire, alors que si j'avais bêtement fait un DCA sur quelques mois, j'aurais sûrement mieux performé? J'en sais rien, moi j'aime bien faire ces carabistouilles, je suis quand même content de voir que j'ai plus qu'au début, et pourvu que ça dure, hein, je croise les doigts quand même. Ça m'amuse bien cette aventure sur la DeFi, donc j'ai aucun regret de me dire que voilà, si j'avais fait un DCA, machin truc, si j'avais acheté du Bitcoin à 20 000 $ au lieu de rester sur mes stablecoins, je m'en serais mieux tiré aujourd'hui. C'est pas grave, ça a jamais été le but de faire un all-in sur BTC, même si pour ceux qui s'en rappellent, en 2022, à un moment, j'étais quasi all-in sur Bitcoin, mais ça c'est un autre débat, c'est autre chose. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, et le récap de l'actu d'aujourd'hui, il était vachement long, j'espère que ça ira, que c'était agréable à écouter ou à regarder, pour ceux qui regardent la vidéo, mais ça s'écoute bien aussi. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.